Quatrième et avant-dernier rendez-vous de la semaine du tribunal de l'actualité, votre émission d'analyse et de décryptage. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre sur les médias leaders Twi TV et Watt FM. Vous le savez, nous sommes en direct et en simultané sur ces deux médias. Nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de cette instance. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs les juges. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Baha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. L'arrêt des velléités de suppression des sessions d'attrapage, non aux machines de correction des copies, non à l'organisation des examens spéciaux et à la digitalisation des restaurants universitaires. Voilà quelques grands points de la plateforme revendicative de la coalition des structures syndicales des étudiants de l'université de Koudougou. Une plateforme qui a d'ailleurs fait l'objet d'une grève le 26 mai dernier. La coalition qui a été reçue, en tout cas sur ce plateau, parle de mesures anti-étudiants. Que disent les autorités universitaires sur ces questions? Le professeur Issa Abdou Moumoula est sur notre plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes vice-président chargé des enseignements et des innovations pédagogiques à l'université Norbert Zongo. Une fois de plus, comme je l'ai dit, merci d'avoir honoré notre convocation. Merci à vous aussi. Voilà, avec vous, nous allons parler de la plateforme revendicative, de la collective, de la coalition des structures syndicales des étudiants de l'université Norbert Zongo. Quelle est votre réponse là-dessus? Mais ça sera après les avant-propos. Avant de revenir à notre convoqué du jour, nous allons donner la parole au juge au siège, Bernard Bougma. Merci, président. J'ai deux avant-propos. Le premier avant-propos va concerner la disparition du docteur Assimi Kwanda, qui a été directeur de cabinet du président Blaise Compaoré, qui a aussi été ministre d'État chargé donc auprès de la présidence, aussi le secrétaire exécutif national du CDP à l'issue du congrès de mars 2012 du CDP. Donc l'autre aspect aussi de sa vie, c'est que c'est un enseignant au niveau de l'université de Ouagadougou, donc qui enseigne au département d'histoire et archéologie parce que c'est un islamologue. Et donc c'est le serviteur de l'État et puis je suis l'enseignant. Donc, puis l'autre aspect de l'homme, c'est l'un des fidèles parmi les fidèles aussi, qui est resté fidèle parmi les fidèles à Blaise Compaoré, et qui même après l'insurrection populaire, il a fait quelque temps avant de rejoindre Abidjan, où il est resté jusqu'à son décès. Et donc, c'est un homme qui a eu également un parcours, qui a enseigné, donc qui n'est plus, je dis, mais dont la disparition aussi naturellement va affecter moralement Blaise Compaoré, je dis, parce qu'ils sont restés longtemps ensemble. Donc, directeur de cabinet, et puis après tout ce que l'on a vécu, puis qu'il rejoint Abidjan, qui était toujours également avec lui. Donc, en général, c'est aussi un coup de, surtout dans ce contexte-là encore. Ce n'est pas pour faciliter les choses. Donc, il y a l'émoi aussi qui a été suscité. Donc, maintenant, il y a les obsèques. Pour certains, c'est pas présenté officiellement, c'est pas ceci, mais là n'est pas l'intérêt de mon avant-propos. Mon avant-propos, c'est parler de son décès. C'est aussi ça vient aussi à un moment donné où il est question de réconciliation, des gens veulent rentrer, des gens ne vont pas rentrer, ils attendent quoi, qu'est-ce qui se passe. Il y a tout ça également autour. Mais c'est une disparition qui vient à un moment donné où, j'ai dit bien, le Burkina est embarqué dans un processus de réconciliation, même si jusqu'à présent, en dehors par on ne peut pas dire qu'on n'a rien vu venir parce qu'il y a quand même la feuille de route qui a été présentée et c'est juste après ça que lui il est parti. Donc c'est aussi un coup dur pour le CDP parce que c'était un des barons aussi du CDP. Donc il y a ces barres. C'est vrai qu'après ce qui s'est passé, ce n'est pas aussi simple. Donc c'était ça mon avant-propos par rapport à la disparition de Assimi Kwanda. Le second avant-propos, on l'a vu sur les réseaux sociaux, nous l'avons d'ailleurs repris sur notre page. Il s'agit de la firme de l'agroalimentaire mondial qui a été épinglée que les produits ne sont vraiment pas de qualité, ne respectent pas les normes et c'est eux-mêmes qui l'ont dit à travers une note interne qui a fuité et qui a été reprise par le Financial Times et puis bon voilà, il s'agit de Nestlé qui a plusieurs produits. Quand on dit Nestlé, c'est beaucoup de produits. Donc ils font dans presque du tout quoi. Dans les bouillons comme Maggi, dans le lait comme Nido, le Nescafé qu'on boit,
parce qu'on dit que tout commence avec un Nescafé. Et puis il y a autant de produits Nestlé, il y en a effectivement à l'appel parce qu'ils sont dans beaucoup d'autres domaines. Donc c'est une firme également qui s'est engagée, selon ce qui a été dit, d'améliorer ces normes, ces produits. Mais ce n'est pas la première fois aussi que ce géant a été épinglé dans que ces produits ne sont pas conformes pour c'est ceci ou c'est cela. Donc ce n'est pas la première fois, mais bon, comme c'est également une firme très puissante qui arrive également à pouvoir redorer son image, parce que bon, en termes d'investissement publicitaire, c'est un coût et de matraquage publicitaire. Chaque jour, il y en a à profusion. Donc, mais c'est que cette note-là, je dis bien interne, avec des aveux qui estiment que 60% ne respectent pas et qu'il faut 3,5 étoiles pour les produits alors qu'ils n'en ont pas, et qui c'est une reconnaissance parce que c'est une présentation à l'interne maintenant qui disent qu'ils vont améliorer la qualité. Comment est-ce que ça va être amélioré? Et surtout pour des pays comme le Burkina Faso, on consomme ces choses venir de l'extérieur comme signe d'ailleurs de réussite à un moment donné. Le local on ne privilégie pas parce que c'est ce qui vient de l'autre côté qui est de bonne qualité, et quand ces aveux-là aussi sortent, vous dites mais finalement qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que la solution est simple. Tournons-nous vers le local, nous trouverons notre solution là-dessus. Et ça, tout le monde sait qu'il n'y a pas assez de débat là-dessus. On a de la ressource, on a du lait, on a ceci, on a ceci. On peut améliorer. Merci pour ce regard et cette interpellation. Juge Var. Oui, mon avant-propos va concerner le vaccin contre le Covid-19. On a reçu nos doses. On parle maintenant de la campagne de vaccination qui a commencé. 115 200 doses qui doivent être administrées. Et on a vu le ministre, donc professeur Charlemagne, se faire vacciner comme beaucoup d'autres personnalités. Et les critères sont connus. Être âgé, d'abord il s'agit du personnel de santé. Donc il faut d'abord être âgé de 18 ans et plus, donc personnel de santé, du personnel aussi du système des Nations Unies, pèlerins, des personnes âgées de plus de 55 ans et les personnes obèses, ainsi que celles présentant des comorbidités comme le diabétique, hypertendu, les insuffisants rénaux et tout ça. Donc on a vu nos autorités se faire vacciner. Dieu merci, il n'y a pas eu de fake news ou bien de comportement un peu bizarre à la façon dont on a connu un peu à côté, qui avait suscité polémique. Ce sont des autorités qui se sont bel et bien fait vacciner, qu'on a vu, et qui, parlant par exemple du professeur Charlemagne, après, parce qu'il faut faire 15 minutes quand même, un peu tranquille, après il a dit bon ça va, ça s'est bien passé, et qu'il avait confiance en la qualité des produits qui ont été administrés, et il enjoignait donc ceux qui rentraient dans les critères ne pas hésiter de venir se faire vacciner. Donc le Burkina y est de plein pied maintenant, et à la vérité c'est que pour ceux qui étaient dans les débats, je pense qu'il faut accepter quelque chose aujourd'hui, c'est que lorsque vous n'entrez pas dans une certaine dynamique, vous êtes fiché comme un pays qui commence à devenir quand même dangereux, et dont les ressortissants auront des problèmes pour pouvoir bouger, voyager et tout. Vous ne pouvez pas refuser le vaccin et puis penser qu'il n'y aurait pas de répercussions. Aujourd'hui c'est une réalité, il ne faudrait pas qu'on se le... Et à regarder les répercussions que ça a eu dans certains pays, pas dans les proportions que nous avons connues, vous comprendrez pourquoi est-ce que les uns et les autres sont très très prudents là-dessus. Donc c'est des choses qu'il faut comprendre. Et maintenant, comme c'est libre, il faut que les gens, quand même, pour ceux qui ont la cause de comorbidité et un certain nombre d'éléments, qu'ils puissent y aller, parce que c'est la meilleure façon aussi de se mettre à l'abri à un moment donné. Et on espère que, bon, vous journalistes aussi, vous aurez vos doses. Voilà. Bon, c'est pour dire que bon, la chose est faite, et je pense que c'est un pas qui a été franchi, et il faudrait qu'on y aille. Merci, messieurs les juges, pour ce propos introductif. Là, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et je rappelle que pour cette convocation à la barre ce matin, le professeur Issa Abdou Moumoula, il est vice-président chargé des enseignements et des innovations pédagogiques à l'université Norbert Zongo. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Avec vous, nous allons parler conditions de vie et d'études des étudiants, notamment à l'université Norbert Zongo, dans la cité du Cavalier Rouge. Déjà, première question pour la coalition que nous avons reçue sur ce plateau-là. La grève du 26 mai dernier était la conséquence du silence des autorités universitaires par rapport justement à leur plateforme revendicative. Est-ce que déjà officiellement vous avez été saisi sur ces questions-là? Alors, je vous remercie de me donner l'opportunité de
d'éclairer l'opinion par rapport à ce qui a été dit ici sur vos antennes et surtout de donner ma part de vérité sur ce qui se passe à l'université Norbert Zongo en ce qui concerne les points de revendication des étudiants. Alors sur ce point, les étudiants ont déposé certes une demande d'audience avec comme point analyse de la situation et divers. Alors le président de l'université leur a demandé de préciser les points qui vont faire l'objet d'échanges avec la présidence, et afin que des dispositions soient prises pour faire venir les directeurs du FR et toutes les autres personnes concernées et qui pourront répondre aux différentes questions qui s'adressent par exemple à elle. Quand il s'agit de l'UFR et l'ESH, que le directeur de l'UFR et l'ESH soit là. Et quand il s'agit des difficultés d'inscription, des problèmes d'inscription, que le directeur chargé donc de l'orientation et de l'information soit là pour répondre aux différentes questions. Cela n'a pas été fait. Et donc ils ont estimé que c'est un refus catégorique de l'autorité de l'université de les recevoir pour discuter de leur plateforme. Voilà pour ce qui est de la vérité. Hier, nous avons eu une rencontre avec, je ne dirais pas l'ensemble des étudiants de l'université, puisque c'était dans la salle polyvalente de Koudougou, qui peut contenir 2500 étudiants. Et ça a été dit, ça a été répété. On vous a simplement demandé de repréciser les points qui vont faire l'objet de discussion. Et vous ne l'avez pas fait. Et vous avez décidé d'organiser une marche le 26 mai. Donc avec comme... et c'est là qu'ils ont cité dans la plateforme remise le 26 mai et qu'ils ont décidé de dénoncer maintenant les différents points que vous avez évoqués tout à l'heure et sur lesquels nous allons revenir. D'accord. Voilà. Monsieur le juge. Bon, effectivement, ils ont insisté. Maintenant, après l'émission, nous avions appris qu'il y avait effectivement aussi une rencontre qui était programmée. Donc, vous dites que la rencontre a eu lieu. Alors, vous entendre parler, c'était une rencontre grand public ou bien c'était juste avec les délégués des différentes organisations syndicales de l'université Norbert Zongo? Il y a eu deux rencontres hier matin. Une première rencontre avec la coalition. Pour justement échanger un peu sur leur plateforme. Et nous avons ensuite procédé à une séance d'explication dans la salle polyvalente de Koudougou. Donc c'était une rencontre grand public. Donc j'ai bien parlé de à peu près 2500 étudiants. Donc vous avez certainement dû voir les images. Nous sommes revenus sur les raisons qui justifient l'introduction de l'examen spécial et le souhait également d'avoir les machines à correction. Nous avons expliqué clairement ce qu'il en est. Et contrairement à ce qui se raconte, ce qui se dit, il n'y a pas de dictat d'un quelconque bailleur de fonds par rapport à tout ça. Et pour peut-être arriver maintenant aux différents points. Donc peut-être nous aurons l'occasion de dégrainer en tout cas ces points qui sont querellés. On parle de nouvelles mesures qui sont anti-étudiants, je l'ai dit. Peut-être une question de généralité si le juge va avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Moi je voulais, parce que tout à l'heure on a bien écouté les raisons qui ont peut-être concouru à ce que, en définitive, vous ne vous rencontrez pas avant la grève des étudiants. Mais je me suis dit, vous avez sûrement des cas périodiques de rencontres avec eux. Et lorsqu'ils demandent de vous rencontrer, je ne sais pas si la précision forcément du pourquoi, ou bien lorsque c'est ambigu, ça doit être la condition sine qua non pour que vous puissiez vous voir. Il y a des cas de rencontres avec les étudiants sur leur plateforme, et lorsque ces rencontres ont lieu,
et que nous leur disons qu'il y a des dispositions qui sont prises pour donc apporter des solutions à leurs préoccupations. Ils nous disent souvent, si vous n'avez pas les solutions, nous ne viendrons pas à une prochaine rencontre. Donc il ne sert à rien de nous réunir pour encore parler des mêmes choses, alors que les problèmes sont connus et il n'y a pas de solution. Et donc, lorsqu'ils déposent une plateforme, nous tenons à ce que cette plateforme précise les points qui vont être discutés, afin que les réponses soient données. Comme vous le dites, c'est ambigu, analyse de la situation. Il s'agit de quelle situation ? Vous imaginez qu'on se mette à analyser la situation au niveau de l'université Norbert Zongo, on en a pour 2 jours. Il faut préciser les points de revendication. Et c'est ce qui a été fait dans leur plateforme du 26 mai, à l'occasion de la marche. Et c'est cette précision qu'on avait demandé et qu'ils ont refusé de faire. Et pour après dire que la présidence a refusé de le recevoir. Voilà un peu le dialogue de sourds auquel on assiste par rapport donc à ce point. D'accord. Alors maintenant que les points querellés sont connus, on peut peut-être rentrer dans le vif du sujet. Quand on jette un coup d'œil sur la plateforme minimale, déjà on parle de velléité de suppression des sessions de rattrapage. Alors on a posé la question ici sur ce plateau quand on avait le représentant de la coalition. On parle de velléité parce que ce n'est pas encore mis en application, mais on soupçonne la direction justement de supprimer pour rattraper le retard occasionné par le système LMD. Est-ce que officiellement c'est prévu cette suppression-là? Ce que je veux dire à ce propos, vous me permettez que je donne peut-être quelques éléments de contexte qui justifient l'introduction de l'examen spécial. Le 30 mars dernier, sur convocation du ministre de l'Enseignement supérieur, les présidents des universités publiques et leurs vice-présidents chargés des enseignements ont eu une rencontre. Et l'objet de cette rencontre a porté sur les retards académiques constatés dans les universités. Et chaque président d'université a fait le point dans son université. Et nous avons constaté que en fonction des universités, les retards ne sont pas les mêmes. À Koudougou, par exemple, on est arrivé à 1 an académique de retard. C'était l'université qui était en avance par rapport aux autres. Il y a certaines universités qui connaissent 2 ans, 3 ans de retard académique. Et des propositions de solutions ont été faites. Et c'est là que l'idée d'organiser une session unique, qu'on appelait examen spécial, donc a été évoquée. Et je précise que l'examen spécial n'est pas du tout nouveau dans le système. Contrairement à ce que pensent les étudiants, c'est une approche qui avait été déjà expérimentée à Dédougou, et ce n'était pas pour rattraper un retard, mais c'était pour permettre à deux promotions qui devaient être dans un système différent, parce qu'il y a eu des révisions de programme, et pour éviter d'avoir 2 cohortes en même temps. La promotion qui était dans l'ancien système donc a subi l'examen spécial pour être dans le nouveau programme. Ça a marché. Ouagadougou l'a expérimenté à SVT. Les résultats sont là. Bobo a identifié les promotions qui pourraient être concernées. Et ils vont le faire, d'après les informations que nous avons reçues. L'examen spécial, son objectif c'est quoi? Son objectif c'est de désengorger les flux d'étudiants de plusieurs promotions qui se retrouvent dans un même semestre. Plusieurs promotions, 2 ans, 3 ans, dans un même semestre. Et parmi ces promotions, il y en a qui peinent à avoir la moyenne pour passer en classe supérieure. Et qui ont même épuisé leur droit à l'inscription. Et on leur donne une chance supplémentaire avec l'examen spécial. Et de là
à dire que c'est un des dictats d'un bailleur de fonds, ou que c'est pour supprimer la deuxième session, je peux comprendre qu'il y ait des appréhensions par rapport à ce qui est proposé comme solution. Mais de là travestir le contenu ou prêter un objectif autre que celui de contribuer à résorber les retards, ça me paraît léger comme argument pour justifier le rejet avec autant d'agitation. Je trouve que la réaction des étudiants par rapport à ça, par rapport à ce point précisément, est totalement disproportionnée. D'accord, juge va. Je vais, vous me permettez. Ok. Il y a un certain nombre de facteurs endogènes et exogènes qui expliquent bien entendu ce retard. Il n'y a pas que le volet enseignement qui explique ce retard. Il y a d'autres facteurs sur lesquels on va revenir. Les machines à correction participent bien sûr de cette résorption aussi. Donc, de là à dire qu'il y a une suppression, une velléité de suppression, il n'y a ni décision de la présidente de l'université, ni arrêté du ministère qui consacre la suppression de la deuxième session. Ça n'a jamais été dit. Il n'a jamais été question de supprimer la deuxième session et de la remplacer par l'examen spécial, qui est une solution ciblée et qui ne concerne même pas l'ensemble des étudiants. Et ça, c'est fondamental que je le précise. L'examen spécial ne concerne pas l'ensemble des étudiants. Il concerne des étudiants qui sont dans des situations de retard d'1 an, 2 ans. L'UIT, par exemple, de l'Université Norbert Zongo n'est pas du tout concernée. SEG n'est pas concerné. ST n'est pas concerné. Il n'y a qu'au niveau de l'UFR, lettres et sciences humaines, que des promotions de lettres modernes et surtout de lettres modernes ont été identifiées pour subir l'examen spécial. Parce que nous avons demandé à nos proches collaborateurs, qui sont les directeurs et les directeurs adjoints d'UFR, de faire le point dans leurs établissements respectifs et de voir les promotions qui pourraient être concernées. D'accord. Donc il ne s'agit pas de l'appliquer à l'ensemble des étudiants. Juge va. Voilà. Oui, mais moi je pense aussi qu'il faut accepter que ceux qu'on a reçus, ils à la fois représentent tous les étudiants, je dis comme ça, mais défendent leurs intérêts. Donc lorsqu'on annonce que vous risquez d'être mangé à une sauce, vous n'attendez pas qu'on désigne lesquels seront égorgés. Vous commencez déjà par voir comment est-ce que vous pouvez sauver votre situation. Vous parlez d'un examen spécial, mais est-ce que de facto, c'est-à-dire que lorsque c'est décidé pour une filière, mais c'est décidé pour une promotion, ça ne leur enlève pas ce qu'ils avaient comme opportunité d'avoir des doubles évaluations qui leur permettent des rattrapages. De facto, ça leur enlève cela. De facto, quand vous dites comme ça, que ça leur enlève la possibilité, bon, les étudiants peuvent voir ça comme ça. Non, mais est-ce que c'est pas vrai? Pour une promotion qui est ciblée, oui, bien sûr, c'est une session unique. Voilà. C'est une session unique avec à la différence que il est dit qu'il y a un assouplissement. Par exemple, au niveau des délibérations des jurys, de racheter jusqu'à 9,59. Donc il y en a qui ont même dit 8,50. Ce qui, dans le système classique, est vraiment rare. Ça, c'est au cas par cas que le rachat à 8,59 est autorisé. Un étudiant qui redouble 2 fois, 3 fois, à cause de 2 modules, n'arrive pas à passer en classe supérieure. Et qui ne peut pas être racheté parce qu'il n'a pas 9,90. Et on lui donne cette occasion de faire l'examen spécial et de pouvoir être racheté à 9. Donc quand on fait le ratio, on voit qu'il y a beaucoup, surtout les redoublants, ceux qui doivent être renvoyés
Quand on fait une estimation, 300, 600 par là, qui doivent être renvoyés, ont la chance de se rattraper à travers donc, ce mode d'évaluation. Et un autre peut-être aspect de votre question, à savoir qu'il ne faut pas attendre quand on veut vous manger une sauce et que vous attendez effectivement que ça arrive. Et je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des appréhensions, vous cherchez à comprendre les tenants et les aboutissants. On ne prend pas d'assaut les rues pour marcher, pour dire on n'en veut pas. Nous voulons davantage comprendre. Nous avons reçu les délégués, nous avons reçu nos directeurs adjoints et nos directeurs qui avaient en charge d'expliquer en quoi cela consiste. Et ce que nous constatons, c'est tout simplement une marche pour dire qu'on n'en veut pas. Voilà. On veut les aider. C'est pour contribuer à résorber ces retards. Aider ceux qui traînent à pouvoir poursuivre leur cursus. D'accord. C'est l'un des objectifs. Moi, c'est juste une précision. Donc, je voudrais savoir si le rachat 8,50 ou 9 concerne uniquement la session spéciale, parce qu'à entendre parler, on a l'impression que non seulement la session de rattrapage ou cette session spéciale concerne l'ensemble de l'université Norbert Zongo. Vous dites que ce n'est pas tous les étudiants qui sont concernés. Donc la deuxième précision que je voudrais savoir, c'est de savoir si le rachat concerne seulement l'examen spécial ou bien c'est à partir de ce moment-là qu'à 8,50 on peut vous racheter. Le rachat à 9 concerne uniquement l'examen spécial. Le mode classique n'a pas changé, les textes sont là. Ça n'a pas du tout changé. Donc, quand ils disent qu'on veut bâcler, on ne bâcle pas la formation. Quand on dit nous ne voulons pas être rachetés à 9, et en même temps, on demande que, à l'issue de la seconde session, que la meilleure note soit retenue. Est-ce que vous avez vu ça? Quelle est la différence? Quand on descend jusqu'à 8 pour acheter un étudiant, est-ce qu'on ne fait pas aussi la promotion de la médiocrité? Non, pas du tout. Pas du tout. Lorsque, dans les jurys sont souverains. Je vous ai dit, même dans le mode classique d'évaluation, il y a des cas qui sont traités comme ça. Des étudiants dont les résultats, on voit les résultats dans les autres modules, c'est bien, c'est excellent. Mais pour 2 modules, ils redoublent. 1 fois, 2 fois. Le jury décide d'examiner ces cas-là et de descendre jusqu'à 8,59 pour racheter cet étudiant-là, pour lui permettre de poursuivre son cursus. Au lieu de le renvoyer pour peut-être 2 modules alors qu'il a d'excellentes notes de part et d'autre. D'accord. Voilà. L'autre aspect, effectivement, puisqu'il y avait le lien avec la moyenne de 12 pour le master, ils disent mais on ne peut pas demander 12, en même temps on veut racheter à 8,50 et qui demandent d'ailleurs qu'on n'ait pas besoin forcément de 12 de moyenne par rapport pour le master, parce qu'ils disent que c'est en même temps c'est un contingentement qui ne dit pas sur le contenu de la moyenne d'accès et du coût d'accès. Ce que je veux vous dire, souvent, vous voyez, les meneurs de ces débats ou de ces mouvements ne sont pas forcément des exemples. C'est-à-dire que ce sont souvent des étudiants qui sont en situation d'échec, qui transposent leurs propres préoccupations dans la plateforme. Vous voulez nous dire que ceux qui mènent la... Je vais vous donner 2 exemples. Vous avez reçu le porte-parole de la coalition ici. Monsieur Bazon. Il est en situation d'échec. Comment? 2 ans en première année. Ça veut dire que, sans dérogation, ça n'est fini pour lui. Ceux qui évoquent 12 de moyenne, qu'on n'en veut pas. Et il s'agit de la moyenne exigée dans les filières professionnalisantes pour passer en classe supérieure. Ça ne date pas d'aujourd'hui.
Là, c'est uniquement les filières professionnalisantes. Les filières professionnalisantes, 12 de moyenne pour les licences, c'est uniquement dans les filières professionnalisantes. Pour les filières classiques, c'est 10. Et vous allez au master direct? Non, le master, c'est sur sélection. On ne va pas comme ça au master. Il y a des critères aussi pour être sélectionné, pour entrer dans un master. Alors, et là aussi, ceux qui mènent les débats, c'est des gens qui ont 10 qui peinent à avoir les 12 pour passer. Donc il faut revenir à 10 pour qu'eux, ils puissent résoudre leurs propres problèmes. Alors vous parlez de cas d'échec. Ici aussi on a appris que avec le système LMD, un étudiant peut faire 5 ans avant d'avoir la licence sans avoir redoublé, mais ce n'est pas du fait de l'étudiant. Et comme ils disent, est-ce qu'il ne faut pas s'attaquer aux causes réelles, qui est le LMD, qui selon eux est inadapté, que de vouloir résoudre en faisant du cosmétique comme Bon, je pense que quand on dit que c'est le LMD qui est la cause de tout, c'est vraiment emprunter un raccourci. Moi, je pense que ça, c'est le leitmotiv comme ça de tous les étudiants. Le responsable, c'est le LMD. Je vous ai parlé de facteurs endogènes et exogènes. Tout à l'heure, je vous ai dit que Koudougou n'avait pas de retard. Je vous donne un exemple de facteur exogène. Nous avons perdu plus de 4 mois l'année dernière. Ça, c'est lié au Covid. Les amphis étaient fermés. Et même, voilà, on ne pouvait pas aller d'une région, quitter d'une région pour aller à l'autre. Donc, 4 mois on a perdu. Donc, on était à 5 mois de retard déjà. Donc, quand nous avons repris, quand on a fait le calcul, on est aujourd'hui à 10 mois. À cela s'ajoute les retards liés à la correction des copies. Ça, c'est notre facteur de retard. La correction des copies. Nous avons des effectifs de 2000 par filière dans les 3 UFR de l'université Norbert Zongo. 2000 par filière. Prenez un enseignant qui dispense 4 modules, ne serait-ce qu'en première année. Multipliez le nombre de copies qu'il a à corriger et à mettre à disposition de la direction afin qu'elle procède aux délibérations. Il mettra plusieurs mois pour rendre ces copies-là. Et cela participe du retard. Et ces machines qui vont être introduites ont pour objectif de réduire le temps de correction des copies. Alors, parlons de ces machines-là. C'est une innovation qui ne passe pas parce que les étudiants estiment, pour des raisons assez pratiques, que c'est inadapté à leur situation. Un exemple qui est venu pour un sujet de dissertation, comment on fait pour corriger le raisonnement? Quelle est la réponse à cela? C'est une inquiétude légitime. Oui, la réponse, oui, c'est tout à fait légitime. Quand c'est une innovation, bon, on a le droit d'avoir des inquiétudes, des appréhensions. Mais nous n'avons pas dit que nous allons accueillir ces machines et les remettre aux enseignants et leur dire débrouillez-vous, faites comme vous voulez avec. Il est prévu une formation à l'utilisation de ces machines et à la conception des sujets adaptés à l'utilisation de ces machines. Donc on va aller vers les QCM. Il y a les QCM, il y a d'autres modes également d'évaluation. Donc tout ça, c'est la formation qui va préciser les modes d'évaluation, les types de sujets qui peuvent être conçus. Alors quand on se retrouve au temple du savoir à faire des devoirs avec des QCM, des vrais ou faux, est-ce que quelque part ils n'ont pas raison quand on parle de bâclage de leur formation? Non, pas du tout, ça se fait déjà les QCM. Ça se fait. Dans les gros effectifs, c'est les QCM. Beaucoup d'enseignants font les QCM. Lorsqu'ils tiennent à corriger leur copie, 10 000 copies, il ne va pas se mettre à les corriger. C'est vrai qu'il y a les jurys de correction, mais pour aller vite, souvent les enseignants choisissent de faire des QCM. Ça, c'est des pratiques déjà qui existent. Donc, moi, j'ai l'impression que depuis à vous écouter, on est dans une dynamique d'allègement ou de soulagement du professeur
ou autre. Mais je me demande, l'étudiant qui est celui qui devrait être central dans tout ça, où il est? Non, on peine à corriger parce que les gens ils sont vraiment nombreux. Non, il faut faire un examen spécial parce qu'à un moment donné, on se retrouve dans des engorgements. Non, il faut. Depuis, vous ne parlez pas vraiment de l'étudiant et en quoi est-ce que vous améliorez et son apprentissage, son évaluation et tout. Ce que vous dites depuis, c'est il faut qu'on nous soulage. Mais c'est au détriment de quoi? Je pense que c'est ça qui fait la crainte aujourd'hui des étudiants. Moi, depuis que je vous écoute, vous n'avez pas parlé d'amélioration, soit de la dynamique d'enseignement, du caractère pédagogique, ou même de l'évaluation. Vous êtes en train de parler de soulagement. Ça, on est dans une dynamique qui n'est pas forcément, qui peut pas être bien perçue. Non, quand vous dites que l'étudiant n'est pas au centre, tout ce qui se décide aujourd'hui, que ce soit sur le plan pédagogique ou sur le plan des infrastructures, c'est au profit de l'étudiant. Ils ont parlé ici d'infrastructures, de salles de cours, de manque d'enseignants. Ces efforts sont faits, c'est au profit de l'étudiant. L'examen spécial ou les machines à correction, c'est au profit de l'étudiant. On ne soulage pas, quand vous dites qu'on soulage l'enseignant, l'étudiant qui, du fait des chevauchements, n'arrive pas à déposer son dossier pour le FONER, pour la bourse, il n'arrive pas à effectuer une mobilité à temps vers d'autres universités, ou déposer son dossier pour les concours. Ce n'est pas pour l'enseignant, c'est pour l'étudiant. Les infrastructures qui sont en construction, aujourd'hui, l'université de Kouroukourou bénéficie d'un financement à hauteur de plus de 17 milliards. Des bâtiments pédagogiques, des équipements, des salles de laboratoire avec des équipements modernes. Tout ça, c'est pour qui? C'est pour l'étudiant. C'est au bénéfice de l'étudiant. Mettre l'étudiant au centre, comme vous le dites, c'est comme si, à toutes les prises de décision, il faut que les étudiants soient là. C'est pas ce que j'ai dit. Oui. J'ai répondu donc en disant que quand vous dites que on ne voit pas ce qui est au profit de l'étudiant. Oui, parce que voilà, vous parlez de soulager les enseignants, parce qu'il y a un trop-plein, il y a ceci, il y a cela. Moi, je ne vous ai pas entendu, je ne vous ai pas entendu dans une dynamique, c'est pour ça que je vous pose la question. Bien entendu, c'est pour les étudiants. Quand on a pris ces mesures, ce n'est pas pour soulager les enseignants. L'examen spécial, ce n'est pas pour soulager les enseignants. C'est pour permettre aux étudiants qui traînent de pouvoir faire leur cursus et sortir avec le diplôme. Ils avaient une autre question hier qui pour moi était assez pertinente sur leurs appréhensions vis-à-vis de ce qui pourrait être un QCM à la fin, puisque si les machines corrigent, on sait comment ça fonctionne. Oui. Ils disent il y a des filières et il y a des sujets dont la typologie quand même ne peut difficilement être en fait, parce que ça c'est vraiment caricaturé que de faire du QCM, parce qu'ils se disent bon, ça demande de l'argumentaire, ça demande ceci, ça demande cela, et quand ils entendent parler de machines, ils se disent mais comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce que tout va se résumer à cela en définitive? Peut-être rassurer-les. Oui, on les rassure. On n'a jamais dit que ça va remplacer tous les modes les modes d'évaluation. Donc, souvent, on fait c'est-à-dire on fait des déductions en disant, bon, ça va tout remplacer. Comme l'examen spécial d'ailleurs. On dit, ça va remplacer la deuxième session. Ailleurs, c'est les machines qui corrigent et ça marche. Et les étudiants sortent à temps. Vous prenez une université comme chez Anta Diop à Dakar, 10 000 dans une seule filière, c'est des machines qui corrigent. Pas tout. C'est des machines qui corrigent, la plupart du temps. C'est des machines qui corrigent et ça marche. Et chez nous, quand on veut donc introduire une innovation, sans comprendre de quoi il s'agit, on rejette avec fracas. Avant même qu'on ait expérimenté. Est-ce que ce n'est pas aussi de votre devoir de bien expliquer ces innovations-là? De quelle manière il faut expliquer en dehors des séances d'explication et des relais que nous avons, que sont les directeurs adjoints? Ce n'est pas l'explication qui manque. Il faut aussi parler de la formation. Permettez-moi, hier, nous les avons reçus en grand groupe. Nous avons expliqué de long à large
quelle a été la réaction? Ce n'est pas une question d'explication ou de compréhension. Ça dit par principe, il faut rejeter tout ce qui est innovation ou une approche sur laquelle on n'est pas d'accord. C'est tout. D'accord. Alors, ils disent également que les enseignants devaient être formés effectivement à la correction avec les machines, et c'est pas fait parce que, comme Geoffroy l'a dit à demi-mot, celui qui était là, il dit qu'il est au département de lettres modernes, comme vous l'avez d'ailleurs dit. Oui. Il dit que par exemple pour la dissertation, comment est-ce que la machine va corriger un sujet de dissertation et tout, et donner une note. Donc c'était ces inquiétudes-là. Donc des enseignants qui doivent être formés pour corriger avec la machine, qui n'ont pas été outillés, mais en même temps la difficulté ou la réalité liée à certaines matières spécifiques. Oui, je crois que j'ai répondu déjà à la question. C'est M. Odaoui qui a posé cette question. Et j'ai dit que les enseignants vont être formés à l'utilisation de ces machines et formés à la conception des sujets adaptés à l'utilisation de ces machines. Et ça ne supprime pas les modes d'évaluation classiques. C'est-à-dire, l'enseignant qui veut faire une dissertation donnera une dissertation. S'il veut donner des QCM, il donnera des QCM. Il a 4 modules, 5 modules, il peut choisir de faire des QCM dans 2 modules et des dissertations dans d'autres modules. Il y a aussi l'épineuse question de la digitalisation qui a été posée, la digitalisation des restaurants universitaires. Ils disent d'arrêter parce que ce n'est pas bien, ça ne marche pas parce qu'il y a un problème de réseau. Alors aujourd'hui, à quel niveau se situe cette affaire de la digitalisation des restaurants universitaires? Alors, par rapport à cette question dont vous me permettrez que je ne réponde pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cette question relève d'une autre entité qui est différente de l'université. Et hier, à la rencontre avec les étudiants, nous avons convié le DG du CNU qui est venu répondre aux différentes questions sur la digitalisation dans les restaurants universitaires. Et dans ces éléments de réponse, vous n'en avez pas pour nous? Parce que vous l'avez écouté? Non, je l'ai écouté. Mais comme je vous l'ai dit, moi je ne répondais pas aux questions liées au social. Il y a une direction générale qui s'occupe de ces questions. Donc, il pourrait éventuellement passer, répondre aux différentes questions liées à la digitalisation. Mais, Président, vous êtes venu ici en tant que vice-président pour répondre à la sortie des étudiants que nous avons reçus sur l'ensemble des points. Et c'est à ce titre-là que vous êtes arrivé? Je suis venu répondre aux questions liées aux aspects pédagogiques. Et l'aspect pédagogique, c'est l'examen spécial, c'est la machine à correction, c'est le recrutement dans les masters, etc., etc. Alors une question, qui a décidé d'aller à la digitalisation à l'université Norbert Zongo? C'est M. Noub, c'est la présidence de l'université. Bon, c'est pourquoi je vous ai dit, quand je vous dis que les questions liées au social relèvent d'une autre entité, et vous me posez la question de savoir si c'est l'université qui a décidé, il n'y a pas de lien du tout. L'université ne peut pas décider à la place du CNU. C'est une entité à part. Depuis qu'on a dissocié le social du pédagogique, une autre structure s'occupe de tout ce qui est social. La restauration, les cités universitaires, ça c'est le CNU. Donc, permettez que je ne réponde pas aux questions liées à la digitalisation et que le DG CNU, s'il le veut bien, vienne répondre à ces questions. Moi, je vais revenir sur la question des moyennes, des 12 de moyenne, des 12 qui avaient été donc évoquées ici. Tout à l'heure, vous disiez que ça concerne les filières professionnelles. Après, quand je pose la question, j'ai l'impression que de passer la licence au master, apparemment, ça concerne tout le monde. Précisez-nous un peu pour qu'on comprenne la question des 12. Les 12... je prends un exemple concret. Un étudiant qui a un L1 dans une filière professionnalisante doit avoir 12 pour passer en L2. Un autre qui est dans une filière classique, prenons LM, lettres modernes, avec 10, il passe en classe supérieure. D'accord. Mais pour la sélection en master, on prend les meilleurs. On ne peut pas prendre tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a défini des critères.
quand on dit master pour tous, on ne peut pas prendre tout le monde, ceux qui ont 10, ceux qui ont 12, ceux qui ont 15. On a mis des critères. Donc si vous n'avez pas les critères exigés pour aller en master, vous n'irez pas en master. C'est ça la différence entre une filière professionnalisante et une filière classique. En ce qui concerne donc les critères de passage en classe supérieure. Ils ont aussi pointé du doigt le coût du master qui pour eux est élevé. Le coût du master. Bon, ça je pense que c'est leur point de vue. Vous avez payé 15 000 pendant 3 ans pour avoir une licence et vous arrivez en master où il faut mobiliser un certain nombre de matériel pédagogique, un certain nombre de dispositifs pédagogiques, il faut faire venir d'autres enseignants, etc. Ça a un coût. Donc il faut bien que le bénéficiaire participe à la formation. Le coût ici, c'est, je dirais, selon les universités ou selon les filières, varie entre 250 et 300 000 selon donc les parcours de formation. D'accord. Pour les différentes mesures annoncées, parlant de la correction des copies par les machines et aussi les sessions d'examens spéciaux, est-ce qu'il y a déjà des échéances de mise en œuvre? Est-ce que ça va être appliqué pour l'année académique en cours ou bien c'est toujours en discussion? Non, il n'y a pas d'échéance définie puisqu'on ne les a pas encore. D'accord. La précision que je vais donner par rapport à ces machines à correction, parce que quand on prend comme ça les machines à correction et qu'on ne discute que de ça, bon, on a le sentiment que bon, il n'y a que ça. Les universités ont eu un accompagnement, un soutien de la Banque mondiale. Donc l'idée de bailleur de fonds vient de là. Ça, c'est une première. Les bailleurs de fonds, généralement, soutiennent l'enseignement de base. Et pour une fois, la Banque mondiale a décidé de soutenir les universités dans leur quête de solutions aux problèmes qui se posent à elles. Bon, notamment les infrastructures, les retards académiques, et ensuite le matériel pédagogique, les labos, le matériel de labo. Et elle a signé avec les universités ce qu'on appelle un contrat de performance. C'est-à-dire que vous vous engagez, bien sûr, à remplir ou à améliorer la qualité, par exemple, interne, la qualité de la formation, à améliorer les dispositifs pédagogiques, à mettre à la disposition des étudiants des tables bancs, là où il n'y en a pas, et vous êtes jugé au résultat. Et c'est dans ce cadre que les machines à correction ont été sollicitées. Donc vous voyez que quand on dit qu'il y a un contrat entre un bailleur de fonds et les universités et que c'est ce que le bailleur de fonds dit qu'on est en train d'appliquer, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de lien du tout. Ce n'est qu'un élément qui n'est pas d'ailleurs l'essentiel dans le soutien qu'apporte la Banque mondiale aux universités. Aujourd'hui, les problèmes qui se posent vont au-delà des corrections. Alors, à vous écouter, malgré les cas de concertation et la rencontre qui a eu lieu, les positions sont toujours tranchées. Quelle est la suite? Parce qu'il y avait un ultimatum de mot d'ordre de grève. Qu'est-ce que vous comptez faire à votre niveau? Nous avons dit hier au grand groupe. Ailleurs, ça a été expérimenté. Il y a eu des résultats. Vous dites que vous n'en voulez pas. D'accord. On veut vous aider, vous n'en voulez pas. Parce que c'est vous, ce n'est pas les enseignants qu'on veut aider. Quand on parle d'examen spécial, ce n'est pas les enseignants qu'on veut aider. Mais ne vous plaignez pas lorsqu'un étudiant passe 6-7 ans dans un parcours de formation qui ne dure que 3 ans pour avoir la licence. Ne vous plaignez pas lorsque vous n'arrivez pas à déposer vos dossiers de FONER ou de bourse à temps.
Donc vous pouvez faire traîner les choses aussi, hein. Ça peut être est-ce que ça, c'est pas du chantage? Non. On ne va pas on ne va pas entrer dans cette dynamique avec eux. Ça un chantage. Non, c'est pas un chantage. Non, c'est parce que tous les jours, c'est ce qu'on constate. Tous les jours, on vient voir le vice-président pour dire, monsieur le vice-président, est-ce que vous pouvez écrire au FONER ou au CSPB pour dire que nous sommes en retard et qu'on arrive. On veut réduire. On ne dit pas que l'examen spécial, c'est la solution, c'est la boule de cristal au retard. Il y a beaucoup de facteurs, hein, comme on l'a dit. Et on travaille à réduire au niveau de chaque composante ces retards-là. Donc c'est la conjugaison de ces facteurs qui participent du retard. Et donc, écrivez au FONER, au CSPB, etc. pour dire qu'on est en retard. Vous le faites tous les jours. On veut vous aider à réduire ce retard. Vous n'en voulez pas. D'accord? Donc, ne vous plaignez pas. Lorsque l'enseignant met 3-4 mois à corriger les copies avant de les rendre à la direction pour les délibérations. Voilà ce qu'on leur a dit. D'accord. Voilà. Merci professeur Issa Abdou Moumoula. Je rappelle que vous êtes vice-président chargé des enseignements et des innovations pédagogiques à l'université Norbert Zongo. Avec vous, nous avons parlé des conditions de vie et d'études dans cette université-là et également la plateforme revendicative qui fait aujourd'hui l'objet de discussion. On a eu votre part de vérité. C'est vrai, juge Bougma l'a dit, nous sommes restés sur notre fin concernant la question de la digitalisation des restaurants universitaires. Mais rassurez-vous, une convocation en bonne et due forme, en concertation avec les juges, va être déposé à qui de droit, notamment le directeur général du Centre national des œuvres universitaires que nous allons peut-être recevoir sur ce plateau pour avoir également ces clés de lecture. En tout cas, merci d'être passé. Merci également, messieurs les juges. On se donne rendez-vous demain pour la dernière convocation. Mais en attendant, restez fidèles au programme de Truth TV Watt FM.